Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 3e édition de la série de conférences qui se tient ici même à Queen's Park. Cette série a pour objectif de mettre à l'honneur l'Ontario, ses habitants, ses récits et son histoire. Aujourd'hui, nous marquons le 30e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs au Canada en rendant hommage aux femmes noires qui ont occupé des postes de leadership politique par le passé et le présent. Au cours de la prochaine heure, nous allons écouter 3 femmes exceptionnelles dont le dévouement au sein de la fonction publique a levé des barrières, ouvert des portes, renforcé des communautés et inspiré des générations à suivre leurs traces. Je vous invite à accueillir avec moi l'honorable Dr. Jean Augustine, qui est entrée dans l'histoire en 1993 en tant que première femme noire à être élue à la Chambre des communes du Canada. L'honorable Zanana Akande, qui est également entrée dans l'histoire en 1990 en tant que première femme noire au Canada à occuper le poste de ministre provincial au sein du gouvernement néo-démocrate de Bob Rae. Se joint également à nous mon amie et collègue Charmaine Williams, qui est actuellement ministre associée des perspectives sociales et économiques des femmes de l'Ontario, et également la première femme noire élue au conseil municipal de Brampton. Bienvenue, mesdames. Avant de commencer, j'aimerais évoquer la nouvelle annoncée juste ce matin du décès du révérend Jesse Jackson. Et peut-être, Dr. Augustine, vous pourriez commencer par nous faire part de vos réflexions. Madame la Présidente, mes chers collègues, mes amis et membres de la communauté présents dans l'auditoire, je pense que nous avons tous été attristés ce matin par la nouvelle du décès du révérend Jesse Jackson. Jesse Jackson est un nom qui ne sera jamais oublié. Tout simplement parce que, en tant que leader des droits civiques et du mouvement des droits civiques, il a apporté des changements considérables en veillant à ce que les Américains, leur système de gouvernement, leur politique et les questions qui touchent les Afro-Américains soient inscrits à l'ordre du jour. Il s'est présenté 2 fois à la présidence des États-Unis en tant que démocrate, en tant que membre du Parti démocrate. Il a apporté des changements à ce leadership politique. Et en tant que pionnier, il a ouvert la voie à tant d'autres et a permis tant de changements politiques grâce à son implication dans l'arène politique. Il n'avait que 84 ans et en même temps, quand on regarde le bilan de ces 84 années, les icônes avec lesquelles il a marché, le révérend Martin Luther King et tous ceux qui faisaient partie de ce front, Jesse Jackson était toujours là. Et plus tard, il était en première ligne avec un certain nombre de militants, comme le révérend Sharpton et d'autres. Et puis, quand on regarde les autres lignes, là encore, il était presque comme un pionnier, un précurseur, un militant des droits civiques et quelqu'un qui a apporté des changements sur la scène politique américaine. Je pense que sa voix nous manquera. Mais en même temps, les chemins et les pistes qu'il a tracées feront à jamais partie du système américain. Mesdames, souhaitez-vous également faire un commentaire? Eh bien, honnêtement, je pense que Jean a tout dit. Mais une des choses que j'ai trouvé très remarquable chez lui, c'est que c'était une personne toujours accessible. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, à quelques occasions. Il m'a tendu sa main pour me parler et il voulait pas simplement me demander comment est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous êtes ici. Il a entamé cette conversation avec moi. Je m'en souviens très bien parce que mon mari, qui est décédé aujourd'hui, m'a touché l'épaule et il m'a dit
c'est bon, tu peux le laisser partir. Et ensuite, il s'est tourné vers Isaac et lui a dit « c'est à moi qu'elle parle ». Mais il a fait des choses remarquables. Il a pris le temps de s'exprimer à des moments où cela n'était pas sans danger. Surtout si on compare aujourd'hui où tout semble ou est sécuritaire. Mais il semblait qu'il voulait vraiment saisir ses occasions, prendre ses risques. Malgré cela, il était déterminé à apporter des changements que nous pensions éternels. Vous m'excuserez, je suis un peu sceptique, vous l'entendez dans ma voix. Eh bien, nous en parlerons. Comment la politique a certainement changé au cours de notre vie. Charmaine, voulez-vous en parler? Eh bien, vous savez, je pense que son héritage, en particulier pour les jeunes ici présents, lorsqu'on voit nos icônes quitter cette terre, cela nous rappelle que nous devons continuer à parler des obstacles et des défis auxquels les personnes noires sont confrontées. Et j'espère qu'à travers l'organisation de nos cérémonies de commémoration et le visionnage de sa vie dans les journaux télévisés, nous commencerons à nous souvenir des choses qu'il prêchait et qu'il enseignait. Et cela nous rappelle que nous devons tous continuer à faire entendre notre voix et commencer à agir réellement de la manière dont il nous encourageait à le faire depuis tant d'années, en particulier en ce moment. Vu l'époque et le contexte actuel, ces enseignements sont plus pertinents que jamais. Alors, il est donc temps pour nous d'écouter et de commencer à agir en faisant revivre bon nombre des messages que nous avons entendus. Plusieurs parmi vous ici présents aujourd'hui ne le savent peut-être pas, mais Dr Augustine, il y a 30 ans, a été le fer de lance derrière la reconnaissance officielle du mois de l'histoire des Noirs en 1995. Auriez-vous imaginé qu'une trentaine d'années plus tard, cet événement serait célébré dans les institutions, dans les écoles et partout au Canada? C'était en 1995, décembre 1995, que j'ai reçu la motion. Et la première célébration du mois de l'histoire des Noirs au Canada eut lieu le 9 février 1996. Nous comptons donc ces 30 années et on peut se demander comment c'était il y a 30 ans, lorsque j'ai demandé à la Chambre des communes de reconnaître la présence afro-canadienne et que j'ai demandé à mes collègues d'accepter que février soit désigné comme le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Et je pense qu'il est important pour moi de prendre un peu de recul pour dire qu'à l'époque, le débat à la Chambre des communes n'était pas complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Nous avions fait entrer 2 nouveaux partis au Parlement du Canada, le Bloc québécois et le Preston Manning, et le Parti réformiste. Le débat portait sur la TPS, mais beaucoup de ces jeunes étaient trop jeunes pour connaître cette lutte. Il fut un temps où nous ne l'avions pas. Mais les discussions portaient uniquement sur la dette, le déficit et les questions commerciales. On parlait du bois d'œuvre résineux, le yogourt et la crème glacée, le bœuf désossé. Voilà les sujets abordés. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas participer jour après jour à des discussions sur le bœuf désossé et le bois d'œuvre résineux. Tout simplement parce que j'avais frappé à des milliers de portes dans Etobicoke Lakeshore et que personne ne m'avait dit « Quand tu seras à Ottawa, vote pour le bœuf désossé ». Je me suis donc penchée sur les questions de justice sociale et sur les questions qui me tenaient vraiment à cœur. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, 30 ans plus tard, d'un océan à l'autre, dans le domaine du divertissement, dans les médias, dans les églises, dans les synagogues, partout dans notre société, dans le milieu universitaire, nous parlons maintenant de la présence des Afro-Canadiens. Nous parlons de notre arrivée, de ce que nous avons fait et de la façon dont nous avons participé à la construction et au développement du Canada. Et nous veillons, et je sais que vous veillez, à travers votre travail et celui de Charmaine, à enseigner et à faire en sorte que cette éducation commence auprès de nos jeunes,
afin qu'ils aient conscience d'eux-mêmes, qu'ils aient le sentiment d'appartenir à une communauté. Et que ce que nous avons dit en 1971, lorsque nous avons convenu, après consultation à l'échelle nationale, que nous sommes une société diversifiée, multiculturelle, multiraciale, multiethnique et multiconfessionnelle. Nous ne pouvons donc pas écrire notre histoire en laissant de côté une partie de ceux qui ont aidé et contribué à la construction du Canada. Et je le répète sans cesse, et je terminerai par cela. Partout où je prends la parole, je dis que l'histoire des Noirs n'est pas seulement celle des Noirs. L'histoire des Noirs est l'histoire du Canada. Elle doit être racontée non en février, mais tout au long de l'année. Je vous félicite donc d'avoir choisi ce thème pour votre assemblée d'aujourd'hui. Zanana, vous avez été la première femme noire élue à l'Assemblée législative de l'Ontario en 1990. Quelle est l'importance d'être la première femme noire dans un domaine quelconque? Eh bien, le Canada, faut le dire, existe depuis très longtemps et notre présence ici est également très ancienne. Par exemple, mes parents sont arrivés en 1919, ils étaient enseignants à la Barbade. Et quand je pense que tout ce temps s'est écoulé et pourtant aucune autre femme noire n'était élue, cela m'inquiète. J'ai travaillé dans les campagnes électorales d'autres personnes pour que des femmes noires soient élues, vous savez. Mais cela ne s'est pas produit. Certaines de ces campagnes concernaient le gouvernement fédéral, d'autres le gouvernement provincial, mais cela n'a pas eu lieu. Mais quand cela s'est produit, c'était très important pour la communauté. Oh oui, alléluia. Pour la communauté, oui, j'essaie d'être modeste, mais cela a vraiment fait une différence. Cela signifiait qu'une autre voix allait être entendue avec d'autres points de vue. Je veux dire, les quelques hommes noirs qui étaient au gouvernement, on supposait, eh bien, ils sont de la même race, ils parleront en notre nom, ils parleront au nom de tous. Et je pense qu'il faut reconnaître, non seulement chez les Noirs, mais chez toutes les races, que la voix des femmes se concentre très souvent sur des choses différentes. Elle va regarder l'intégration des services accessibles à sa famille et pas juste une question de savoir si il y a de la prospérité ou le côté financier. On va essayer de s'assurer à ce que ce soit intégré dans toute cette image. Et je parle du fait qu'on est ici depuis très longtemps, mais qu'on ne fasse pas partie des livres d'histoire, à part lorsqu'on parle d'esclavagisme. Alors, ça a été un plaisir pour moi d'être élue. Ça m'a donné la possibilité de m'exprimer. Charmaine, beaucoup de choses ont changé au fil des ans. Vous êtes entrée en politique en 2018, mais il existe encore de nombreux obstacles. Je sais que vous avez notamment changé le nom du ministère dont vous avez la charge, et je suis très curieuse de savoir pourquoi. Pouvez-vous également nous parler des obstacles qui subsistent encore aujourd'hui? Oui, il existe beaucoup d'obstacles. Je pense que toutes les femmes noires, toutes les femmes de couleur le savent. Lorsqu'elles entrent dans une pièce et qu'elles sont les seules, elles remettent en question les stéréotypes que les gens ont sur l'ensemble de leur communauté. Elles doivent donc s'assurer de s'exprimer avec autorité afin que ces stéréotypes soient remis en question à chaque mot qu'elles prononcent. Vous savez, moi, quand je me suis lancée en politique, je n'avais aucune idée que c'était ma voix. Mais grâce à mon travail dans le domaine de la santé mentale des enfants, je savais que je voulais aider les familles de la province. Et vous savez, quand on s'engage dans cette voie pour entrer dans ces nouveaux secteurs et ces nouveaux espaces, en particulier la politique, il est important d'avoir des personnes qui vous soutiennent. Et vous savez, avant 2022, il n'y avait jamais eu de représentation noire au sein du Parti conservateur. En 2022, c'était la première fois que 3 personnes noires étaient élues au sein du Parti conservateur. Ce fut une année historique. Cela fait donc de moi la toute première ministre noire que le Parti conservateur ait jamais eue. Merci. Merci.
Nous avons donc besoin de personnes qui disent « Je veux entendre des voix diverses, je veux que les voix des Noirs soient entendues » afin de nous assurer que nous prenons en compte toutes les personnes qui travaillent et paient des impôts. Le ministère pour lequel je travaille s'occupe des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Ce ministère s'appelait auparavant Conditions féminines. Et moi, je dis toujours que les enjeux de la condition féminine me concernent tout autant que mon mari. Nous devons donc changer cela. Parce que quand on prend la garde d'enfants, l'équité salariale et toutes ces choses qui sont des questions touchant les femmes, et que vous en faites quelque chose qui touche tout le monde, alors toutes les voix doivent être représentées à la table. Nous avons donc changé le nom en Perspectives sociales et économiques, car les femmes jouent un rôle important dans la construction et la stabilisation de notre économie. Et lorsque nous avons des environnements sociaux sains, les femmes s'épanouissent. Et c'est la même chose pour les femmes noires, surtout les femmes noires, je dirais. Les femmes noires sont des femmes fortes. Nous avons dû l'être, car nous devons lutter contre les stéréotypes, les microagressions, toutes les choses qui se dressent sur notre chemin et qui nous disent que nous ne sommes pas assez bonnes, ni assez intelligentes ou assez capables pour occuper des postes de direction. Alors, quand on s'assoit à la table, on arrive avec beaucoup de force, avec tout le travail que nous avons déjà accompli pour en arriver là. Il est donc important pour moi, à chaque table je m'assois, de m'assurer que la voix des femmes noires, soit représentée, pour dire que nous sommes là, que nous avons un impact significatif. Je regarde dans la salle, dans le public, je vois Cheryl Kerr, une femme qui occupe un poste de direction et qui a sa propre entreprise. Lorsque des femmes comme elle investissent davantage dans leur entreprise, elles embauchent davantage de femmes noires. Et c'est ce que les femmes occupant des postes de direction, en particulier les femmes noires, apportent à notre province. Zanana, je vais commencer avec vous. Qui vous a inspiré à assumer un rôle de leadership aussi exceptionnel et audacieux? À vrai dire, j'ai commencé à m'exprimer parce que j'étais enseignante et notre présence faisait défaut dans l'éducation. En plus de cela, il y avait un problème concernant l'évaluation rapide des élèves nouvellement arrivés dans le pays. En l'espace de quelques semaines, par exemple, ils étaient placés de manière informelle, je dis bien informelle et non formelle, dans des classes d'éducation spécialisées parce qu'ils étaient calmes, ils étaient timides et ils n'avaient pas cette familiarité avec le système, ce qui les empêchait donc de répondre aux questions et de faire leur travail correctement. Et j'étais consterné par cette situation, parce que moi-même, je viens d'une famille d'éducateurs et j'enseignais. Alors j'ai commencé à m'exprimer à ce sujet. Mais quand j'ai commencé à m'exprimer sur ces sujets, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dont on devrait parler. Par exemple, nous n'étions même pas dans les livres d'histoire à cette époque. Les seules images de personnes noires qu'on voyait, c'était des esclaves. Que ce soit des bons esclaves ou de mauvais esclaves, comme il est décrivait dans les livres. Mais moi, j'y étais opposé. Et je me suis dit, si moi, je dois enseigner, je ne vais pas enseigner ces choses-là. Alors j'ai décidé de parler, de m'exprimer à ce sujet. Puis j'ai réalisé qu'il y avait ce malaise dans notre voix, qu'il y avait un inconfort dans le fait qu'on n'arrive pas à dire une chose et on sort cette idée de nous et qu'on n'arrive pas à trouver d'autres groupes avec qui parler de ce sujet. Alors, j'ai trouvé ça encourageant de voir que j'avais des confrères et des consoeurs qui faisaient partie d'autres conseils scolaires parce qu'à cette époque, nous n'étions qu'un seul conseil scolaire et il y en avait 6 à Toronto. Alors, il y a eu cette fusion. Mais il y a tellement d'autres problèmes. Et je me suis dit, puisque j'ai une certaine notoriété dans le système de l'éducation, ça a pris du temps avant de pouvoir réécrire le programme scolaire, mais je me suis dit, j'ai une certaine notoriété, un certain succès, alors il faut aborder d'autres questions, d'autres enjeux. Alors, je n'ai jamais dit, je dois vous le dire, je n'ai jamais eu l'intention de me lancer dans la politique. J'avais pour intention de stimuler les personnes, plutôt de leur donner cette envie d'aller dans ce monde. Mais à un moment donné, c'est devenu nécessaire, c'est même devenu un devoir. J'ai vu que les gens n'arrivaient pas à travailler trop rapidement, ils ne forçaient pas assez les choses, ils essayaient juste d'être bons dans ce qu'ils faisaient.
Germaine? Oui, désolée. Je vous écoute et j'écoute ce que vous dites. Et c'est tellement vrai. Vous savez, être à la table nous a permis de faire avancer de nombreuses initiatives. Et j'ai entendu les deux honorables femmes ici présentes dire que nous ne figurons pas dans nos livres d'histoire. Eh bien, ce fut un honneur en 2023 d'être présente à l'annonce avec Jean Augustine à l'école Lincoln Alexander, annonçant que nous incluons l'histoire des Noirs dans notre programme scolaire en Ontario. C'est une étape importante, quelque chose pour lequel se sont toutes deux battues et qu'elles ont encouragé. Il est important que tous les élèves voient les contributions que les Noirs ont apportées au Canada. Et cela remet vraiment en question, encore une fois, ces stéréotypes. Vous savez, lorsque davantage d'élèves comprennent l'importance de l'impact des Noirs, cela change la donne. Et donc, vous savez, je pense qu'il est essentiel que nous continuions à faire pression pour nous assurer que toutes nos voix soient prises en compte à chaque étape du processus décisionnel. Docteur Augustine? Je voudrais juste revenir sur quelque chose que Zanana a dit, à savoir comment vous êtes-vous lancé dans la politique et pourquoi. Je pense que beaucoup d'entre nous observaient l'élaboration des politiques, la manière dont les lois favorisaient ou entravaient la pleine participation des Noirs. Et en même temps, je ne sais pas, je n'avais pas prévu cela. Je vais quitter Happy Hill Saint-Georges à Grenade, je vais partir au Canada, je vais devenir enseignante et ensuite je vais me lancer dans la politique. Il n'y avait pas de chemin ni de plan. N'est-ce pas? Et en même temps, la façon dont on parlait de la politique et dont les politiciens étaient, quel est le mot que je cherche? Soigné? Promu? Représenté? Soutenu? Non, ce n'était pas encourageant. Parce que quand je regarde l'année 1970, il n'y avait qu'une seule femme au Parlement canadien. Il y avait une femme que j'ai connue plus tard, Rosemary Brown, qui essayait d'atteindre ce niveau politique. À l'époque, la réputation d'un politicien, et heureusement cela a changé aujourd'hui, était celle d'une personne corrompue, d'une personne qui n'était pas une bonne personne. Donc, je ne me reconnaissais pas dans cette définition de la femme politique. Même si je participais aux discussions sur l'expérience scandinave, selon laquelle 30% est une masse critique pour faire une grande différence. Et je sais que les partis politiques visaient 30% de candidates afin de garantir qu'ils puissent respecter le statut des femmes et toutes les tendances mondiales visant à garantir que les femmes occupent des postes décisionnels. Et donc, au moment où j'ai été persuadée, où j'ai été poussée, où j'ai été invitée à boire, à dîner, à prendre des cafés, à souper, et au moment où j'ai pris la décision de me présenter, mais en même temps, en prenant cette décision, en arrivant à la Chambre des communes, je dis toujours en plaisantant, un endroit construit par des hommes pour faire travailler des hommes. Et je me promenais. Personne n'avait laissé des traces à suivre. Alors j'ai dû me frayer un chemin à travers le système. Et je savais que vous y étiez parvenus. Et je savais aussi que dans différentes régions de notre pays, nous avions des mairesses, nous avions des femmes noires à des postes de direction. Et bien sûr, j'avais dirigé le Congrès des femmes noires du Canada et nous avions vraiment discuté de la nécessité d'avoir plus de femmes, d'atteindre cette masse critique de femmes et de ne pas avoir peur de la scène politique. Nous devons nous lancer. Et il fallait qu'on se lance pour obtenir du soutien.
Mais je n'avais pas ma place. Et j'ai vu mon ancienne députée provinciale ici. Je n'appartenais pas au club nautique, je ne jouais pas au golf, et donc le défi était pour moi de savoir comment trouver l'argent. Où trouver l'argent? Qui allait faire partie de mon réseau pour m'assurer de réussir? Et en même temps, les partis politiques, et vous avez dit que, Charmaine, la direction de votre parti vous soutenait. Il s'agit d'obtenir le soutien de la direction pour s'assurer que vous avez une circonscription qu'il est possible de gagner et que vous êtes soutenu tout au long du processus afin de pouvoir être vainqueur. Nous avons aujourd'hui dans le public un certain nombre de jeunes, dont plusieurs jeunes femmes. Charmaine, je vais commencer par vous. Quels conseils leur donneriez-vous? Oh, impliquez-vous, impliquez-vous. Bon, cela dépend de votre parcours. Mais je pense que le monde politique est un excellent moyen de s'impliquer dans n'importe quelle carrière. Parce que lorsque je suis invitée à des dîners, à des réceptions, c'est ce qu'on appelle le lobbying, nous sommes sollicités par tant de groupes de défense, d'associations et d'organisations différentes qui représentent des entreprises, des industries et des secteurs. Et souvent, quand je suis avec des jeunes et qu'ils me parlent de leurs objectifs, je sais comment les mettre en relation et les conseiller pour qu'ils s'impliquent. Donc, je pense aux jeunes femmes qui sont entrepreneurs, comme ces deux jeunes femmes, ces jeunes chefs d'entreprise ici, et on se dit comment les aider à accéder à un marché plus large où les gens vont les voir. Par exemple, peu importe le parti auquel vous êtes affilié, il existe toujours une association de jeunes liés à ce parti. Au sein de notre parti, j'ai vu 2 jeunes femmes noires au Congrès, 2 femmes noires. Et je me suis dit, il en faut davantage. On a besoin davantage de femmes de couleur au sein de ces associations et de ces groupes. Parce que si la politique vous intéresse, si vous étudiez les sciences politiques, ce sont les espaces dans lesquels vous voulez être. Nous avons des programmes de stage, nous avons des opportunités de travailler dans des bureaux de circonscription. Vous apprenez énormément. Vous entrez en contact avec un cercle beaucoup plus large lorsque vous impliquez. Je vous encourage donc à vous impliquer. Entrez en contact avec votre député provincial local. Et si celui-ci est occupé, contactez-en un autre. Et venez nous rendre visite, venez dans nos bureaux et impliquez-vous. Je connais Don Gallagher Murphy et mon ami. Écoutez, je sais qui vous êtes, mais votre nom m'échappe. Paul Vickers, désolé. Mais Paul, le député provincial Paul Vickers, aimerait beaucoup que des jeunes femmes viennent nous rejoindre, car nous sommes enthousiastes et motivés à l'idée de voir des femmes s'impliquer et participer au processus. Du porte-à-porte. Allez, venez nous voir. Je suis enthousiaste quand je vois des jeunes femmes qui veulent faire du porte-à-porte avec moi. Je me dis, oui, c'est génial! Mais je ne le répéterai jamais assez. Impliquez-vous. Impliquez-vous. Docteur Augustine, quels conseils donneriez-vous à ces jeunes? Je ne suis pas tellement sûre que les jeunes aient envie d'avoir des conseils d'une femme de 89 ans. Mais avant tout, prenez des risques. Ah oui. Prenez Oui. des risques. N'ayez pas peur. Deuxièmement, faites du bénévolat. Faites du bénévolat. Trouvez un moyen pour faire du bénévolat. Quelque chose qui vous passionne ou que vous souhaitez approfondir. Trouvez un mentor, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez poser des questions, avec qui vous vous sentez à l'aise, à qui vous pouvez poser des questions sur cette flamme qui brûle en vous et qui peut vous aider à allumer cette flamme. Soyez consciente du fait que quoi que vous fassiez, vous devez faire entendre votre voix. Vous savez, maintenant vous savez, je n'avais pas cette expérience en 1960, 61, 62. Mais vous savez maintenant que vous avez le droit d'être présente dans toutes les salles. Et donc, ne laissez personne vous réduire au silence d'une manière ou d'une autre. Ne laissez personne vous dire que votre expérience, votre contribution
ou quoi que ce soit d'autre n'a pas d'importance. Et donc, il est important que vous ayez cette conscience de vous-même. Et l'une des choses, quand je suis entrée à la Chambre des communes en tant que première femme noire, c'est ce que j'ai accédé à ce poste grâce à des compétences qui étaient transférables. J'avais dirigé de grandes écoles, j'avais siégé dans des conseils d'administration, j'avais mené toutes sortes d'actions de défense et de militantisme au sein de la communauté. J'avais beaucoup de choses, mais j'ai dû attendre mon tour, car c'était le processus à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus à faire cela. Et je pense que, par exemple, je suis arrivée en Uber et je lisais un journal dans le taxi. Et le chauffeur m'a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un dans ma voiture qui lisait un journal. » Et donc, je ne vous dis pas d'aller acheter le Toronto Star ou le Globe and Mail, mais je vous dis d'être bien informé. Sachez ce qui se passe autour de vous. Soyez curieuse. Parce que souvent, quelqu'un dit « Eh bien, je n'écoute pas ça, je ne lis pas ça, blablabla. » Eh bien, vous devez savoir ce qui se passe dans le monde et qui vous entoure. Vous devez savoir où votre voix va avoir du sens. Et je terminerai en disant, j'ai lu cela quelque part l'autre jour, nous sommes 8,1 milliards dans le monde. Vous comptez, vous comptez, vous comptez. Chacun et chacune d'entre vous compte. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans le monde avec ces 8,1 milliards d'individus et puis quitter le monde sans avoir rien fait. Alors demandez-vous, qu'est-ce que je peux apporter pour rendre ce monde meilleur? Et il y a des vents qui soufflent du sud vers le nord et qui semblent changer certaines des choses auxquelles nous croyons. Vous devez donc savoir, en tant que Canadienne et en tant qu'Ontarienne, en tant que membre de la communauté, à quoi vous voulez vous accrocher. Ce à quoi nous nous sommes engagés en 1971, comme je l'ai dit plus tôt, ce à quoi nous nous sommes engagés. Lorsque nous avons examiné notre Constitution, nous avons dit « non, 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 il faut que certaines choses nous concernent ». Et nous l'avons modifié avec cette charte, l'article 15. J'étais à la Chambre des communes, nous l'avons modifié et nous avons ajouté 2 mots à cet article. L'orientation sexuelle. On ne peut pas me discriminer en raison de mon âge, de ma race, de mon genre, de mon sexe, de ma nationalité. Nous devons donc savoir à quoi nous nous sommes engagés en tant que Canadiennes, ce que nous faisons, quel est notre rôle et quels sont les processus que nous voulons défendre. Ainsi, aucun vent, d'où qu'il souffle, ne devrait vraiment changer la direction dans laquelle nous voulons que le Canada aille. Zanana, j'aimerais que vous développiez cette idée. C'était une conversation que nous avons eue un peu plus tôt. Vous aviez des réflexions très pertinentes sur l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Eh bien, vous savez, je vais vous avouer quelque chose aux jeunes. J'ai été choquée ces derniers mois. Je me suis toujours dit que lorsque des gouvernements adoptaient des lois, les révisaient et travaillaient en fonction de ces projets de loi, il y avait toujours cet élément substantiel, vous voyez. Mais de voir que certaines de ces lois étaient balayées si facilement après un autre gouvernement si proche de nous, cela m'a vraiment bouleversé. En réalité, je voudrais ajouter ceci. Mes enfants, quand ils sont devenus adultes, m'ont dit « S'il te plaît, ne parle pas de cela, maman. » Mais cela m'a bouleversé. Cela vous permet non seulement d'observer ce qui s'est passé, mais également de réviser vos propres lois et de vous dire « Cette loi a été adoptée à telle époque, à telle année, et nous avons agi en conséquence. » Mais je me demande comment aussi nous sommes dans une situation où l'élection d'une autre personne permettrait
à celle-ci de balayer tout cela facilement. Je sais que les lois sont différentes. Comme je l'ai dit, je viens d'une famille d'enseignants barbadiens et on lit tout parce que c'est littéralement ce qui est devant vos yeux. Mais je remarque que les lois sont différentes. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui sont très préoccupées par cela et très préoccupées par le fait que les autres pays qui ont travaillé avec nos voisins du Sud sont très inquiets quant à la manière dont ils vont se protéger, quels seront les tarifs douaniers. Et c'est comme si je suis très nerveuse. Je pense que cela pourrait mener à une troisième guerre mondiale. Oui, je pense que vraiment c'est possible. Et d'autres disent vous exagérez. Mais quand vous lisez ces choses et que vous voyez les changements et que vous voyez des gens qui disent, eh bien, je ne vais pas voyager là-bas, je suis nerveuse à ce sujet. Et le traitement des personnes, je veux dire, ça me fait penser, est-ce que l'esclavage est de retour? Des personnes se font tirer dessus et sont traitées de manière horrible parce qu'elles ne sont pas encore citoyens et qu'elles sont venues ici. Vous savez, je suis née à Kensington. Mes parents venaient des îles. À cette époque, les personnes venaient d'Europe, de partout, fuyaient les guerres, fuyaient des conditions terribles. Et il y avait très peu de Noirs à Toronto, vraiment très peu. Mais nous vivions tous à Kensington parce que c'était le seul endroit où l'on pouvait louer un appartement ou avoir 2 chambres pour vivre, parce que nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais je suis née dans ce milieu. Et ce que j'ai appris de cela, c'est de compter les uns sur les autres. Je parle un peu polonais, un peu ukrainien, parce que, vous savez, c'est comme ça que nous vivions, nous nous aidions les uns les autres. Et cela m'a donné l'idée, vous savez, beaucoup de choses se passent dans l'ignorance. Mais si les gens vous connaissent, s'ils savent qui vous êtes, si vous êtes prêt à faire un geste, à tendre la main et à rendre l'appareil, que vous apprenez à apprendre un peu plus sur ces personnes plutôt que de les critiquer immédiatement, que vous les invitez chez vous, aussi petit que soit votre logement, vous commencez à avoir un respect réciproque. Et les choses construites sur le respect réciproque sont très difficiles à détruire. Vous savez, les gens se moquent de moi parce que j'ai déménagé sur Spadina toute ma vie et maintenant je suis dans la partie nord. Mais en vérité, c'est ça la loi. Quand je peux vous regarder et connaître vos besoins, les besoins de vos enfants, et vous dire peut-être qu'on devrait adopter une loi à ce sujet ou regardons le programme scolaire parce que vous n'y figurez pas. Ou alors je me dis, en vérité, votre vérité sur vos conditions ne sont pas expliquées. C'est ça, la démocratie, et c'est ce que j'aimerais exprimer. Ce sont des paroles sages et inspirantes de la part de 3 femmes très inspirantes. Je vais maintenant donner la parole au public si certains d'entre vous ont des questions à poser à l'une des femmes qui se sont jointes à nous ce matin, ou plutôt cet après-midi, je crois. Allez-y. Ma question porte en réalité sur la solidarité. Avant même de venir ici, ce qui m'a poussé à assister à cette réunion, je réfléchis à la manière comment je pouvais soutenir les femmes de mon entourage et qui m'impressionnent vraiment, qui ont beaucoup de potentiel. Par exemple, mes conversations avec ma mère ont déclenché cette réflexion. Je ne sais pas si vous avez des conseils sur ce que les gens devraient faire pour appuyer en termes d'action ces genres de choses. Mais c'est vraiment la question. Comment les gens peuvent soutenir les femmes autour d'eux? Waouh! Venant d'un homme, qui veut répondre à cette question? Je serais ravi de le faire. Voilà. Allez-y. Tout d'abord, je dois vous dire que c'est admirable de votre part de le reconnaître, mais en plus de l'admettre devant tout ce monde, parce qu'il y a des personnes qui ne le feraient pas. Alors tout d'abord, je dois vous dire à quel point je suis ravie. Je pense que les femmes doivent être considérées comme des personnes à part entière.
elles peuvent avoir une opinion totalement différente de la vôtre. Je me souviens, lorsque je me suis mariée avec un Nigérian, lorsque nous sortions, les personnes pensaient que je partageais exactement son même point de vue. Et je devais lui faire remarquer, lui dire que j'avais des avis qui pouvaient diverger, être différentes. Et souvent, avec les expériences que j'ai eues, qu'il n'a pas expérimentées, on pouvait ne pas être d'accord. Et une fois, quelqu'un m'a dit, tu sais, il semblerait que tout se passe bien dans votre couple, mais tu ne devrais pas être en désaccord avec ton mari devant le public, devant des personnes. Et je lui ai dit, bien sûr que oui, je peux le faire de manière polie. Comment est-ce que je peux le soutenir? Laissez-les s'exprimer, demander leur point de vue. Je me rappelle d'une situation. Nous étions tous à notre ferme. Il y avait 4 couples pendant une fin de semaine et les hommes partageaient une discussion et on était tous et toutes assis à la table. Et mon mari m'a dit, tu sais que tu es la seule femme en train de parler? Et je lui ai dit oui, et je serai probablement la seule femme à parler. Et je leur ai posé une question, pourquoi est-ce que vous n'exprimez pas autre chose? Les opinions n'ont pas toujours besoin de converger dans le même sens. Le mariage n'est pas synonyme de dictature. Le mariage veut dire qu'il y a 2 manières de penser qui pensent sur des actes réels et sur des activités à réaliser ensemble et vous pouvez vous exprimer ensemble. Ce n'est pas un conflit, c'est le partage d'idées, je le dis souvent. Nous avons une autre question, la jeune femme d'ici. Ma question est la suivante. Comment gérez-vous les commentaires négatifs de votre propre communauté à propos de votre combat, ce que vous faites, comment vous le faites, avec qui vous le faites? Ou même les questions sur le fait que vous n'en faites pas assez. Comment gérez-vous cela? Docteur Augustine, voulez-vous répondre à cette question? Vous êtes dans ce domaine depuis un certain temps et je suis sûre que vous avez rencontré beaucoup de résistance. Quand j'avais 3 ans, vous savez, nous parlons de souvenirs. Hein. Quel est votre premier souvenir? Je me souviens, quand j'avais 3 ans, d'être allée avec ma grand-mère dans une salle communautaire. Il y avait une bannière ou quelque chose comme ça autour de la salle. Et j'apprenais à lire à l'époque. À Grenade, on apprend à lire à l'école des bébés. Et donc, j'avais 3 ans, j'apprenais à lire. Et j'étais capable de lire ces mots qui disaient « Si cela doit arriver, cela dépend de moi. » Si cela doit arriver, cela dépend de moi. Et je me souviens de ces mots et je les ai gardés à l'esprit tout au long de ma vie, dans mon travail, dans mon combat. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne peux pas laisser les autres agir à ma place. Si cela doit arriver, cela dépend de moi. Je dois trouver des alliés, je dois trouver des complices, je dois trouver une communauté. Et je dois comprendre les choses, je dois apporter des solutions. Et donc, quand on me pose la question, quelle était la question déjà? Comment gérez-vous les personnes qui s'opposent à vous? Opposition de la part de votre propre communauté. Donna, j'espère pouvoir intervenir après qu'elle ait parlé pour faire un commentaire à Au ce sein sujet. de la communauté, je pense qu'il faut comprendre que tout le monde ne souhaite pas avancer au même rythme. Ouais. Et je me souviens d'une grande opposition. J'étais alors présidente du Congrès des femmes noires du Canada. Et je pensais, nous parlions sans cesse de toutes sortes de choses qui nous concernaient. Mais j'ai dit que si nous voulions changer les choses, nous devions obtenir un certain leadership politique. Donc j'ai parlé au docteur Howard McCurdy et je lui ai demandé comment nous pouvions mettre sur la table certaines des questions auxquelles nous étions confrontés en tant que femmes noires à travers le pays.
Nous avons donc organisé une réunion, nous allions nous rendre à la Chambre des communes et nous allions nous rendre sur la colline, car tout le monde se rendait sur la colline pour défendre différentes causes. Les Noirs n'étaient jamais allés sur la colline pour défendre une cause de cette manière. Donc, j'ai organisé une réunion à Ottawa et nous allions nous rendre sur la colline du Parlement. Eh bien, il y a eu une rébellion dans la foule. Ce n'est pas surprenant. Je préparais une révolution et ils n'étaient pas vraiment prêts pour la révolution. Et tout au long du trajet, entre notre hôtel et la colline, j'ai essuyé des critiques. Et pourtant, Pourquoi sont-ils venus? Il voulait être au cœur de l'action. je ne sais pas pourquoi exactement ils sont venus, mais il y avait toujours ce problème. Vous nous poussez dans une arène où nous ne sommes pas à l'aise. Vous nous demandez de nous exprimer alors que nous préférerions que nos voix restent dans la salle, parmi nous et pour nous. Et je m'en souviens toujours. Souvent, pour allier les gens à sa cause, il faut être prêt à faire face à la résistance de ceux qui ne sont pas prêts, de ceux qui sont tellement habitués à être rabaissés, repoussés, à voir leur voix ignorée, qu'ils ont besoin d'une certaine manière d'une affirmation, d'un soutien pour s'exprimer. Après les réunions, nous avons rencontré le caucus du NPD ainsi que le groupe parlementaire libéral et conservateur. Et lorsque nous avons quitté la colline, tout le monde était enthousiaste, car personne ne pensait que cela allait se produire. Et tout le monde pensait que nous allions être rabaissés ou repoussés. Ce fut une expérience tellement positive que beaucoup d'entre eux ont continué à faire d'autres choses de ce genre. C'est donc difficile quand on est le leader, pour ainsi dire. On dit « nous devons faire ceci, nous devons faire cela pour les raisons pour lesquelles nous devons le faire ». Et en même temps, il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de petits détails. Je me souviens de ma 2e semaine à la Chambre des communes et je raconte ici ces anecdotes, mais je ne sais pas vraiment où ça va aller. Mais bon, j'ai reçu un mot de quelqu'un qui me disait « Regarde autour de toi dans la chambre ». J'étais assise en chambre et le mot me dit « Regarde autour de toi ». Donc je regarde autour de moi et tout le monde était en noir ou en gris. Et on me dit « Toi, tu es habillée de couleurs vives comme si tu allais au Caribana ». Et oui, j'ai continué à porter mes couleurs vives avec mon écharpe et très vite, l'endroit était... Coloré. C'était coloré. Mais encore une fois, il faut prendre des risques, faire ce en quoi on croit. Et parfois, quand on parle de DEI et que je pense aller au travail en étant pleinement soi-même, en étant capable de le faire. Charmaine, je vais vous laisser le dernier mot. Je veux juste faire un commentaire, car notre communauté a pour habitude de toujours célébrer les personnes qui quittent leur poste de direction. Nous sommes ici avec 2 icônes, mais je parie que lorsqu'elles occupaient leurs fonctions, elles se sentaient seules. Car la communauté ne les suit pas et ne s'engage pas lorsque nous sommes ici. Et je le dis sans détour, car je suis ici. Et beaucoup de gens ne savent pas que je suis ici. Je peux sortir et faire de la publicité, je peux raconter l'histoire, mais en même temps, je suis à la direction, donc je dois faire mon travail. J'ai besoin que tous les membres de la communauté commencent à parler des femmes noires qui sont ici. Car les gens ne parlaient pas beaucoup de cette dame d'Ajax, Patrice Barnes, et maintenant elle n'est plus là. Si plus de gens avaient parlé d'elle, elle serait peut-être encore là aujourd'hui, car elle a perdu par 200 ou 300 voix. Je dis donc que nous sommes là, et je ne veux pas que les gens continuent à faire la fête après coup. Car ces femmes faisaient un travail phénoménal lorsqu'elles occupaient des postes de direction. Mais encore une fois, c'est un travail difficile, n'est-ce pas?
Nous avons donc besoin de bénévoles, nous avons besoin de dons, nous avons besoin que les gens s'impliquent et s'engagent, car nous avons besoin de vous. Si je ne gagne pas les élections prochaines, si je perds les prochaines élections, il y aura une raison. Si je choisis de ne pas me présenter, c'est mon choix. Mais si je me présente et que je ne gagne pas, les gens ne peuvent pas dire « Oh, c'est parce qu'il y a une raison ». Et souvent, c'est parce que nous n'avons pas ce soutien. Nous sommes donc ici. Vous savez, je suis ici. Et je veux m'assurer que ce que ces deux femmes n'ont peut-être pas pu accomplir, nous puissions l'accomplir parce que nous avons une voix plus collective, parce que je suis ici. Vous êtes plus nombreux à me soutenir et à me dire qu'on a besoin d'une loi. Ensuite, nous pouvons organiser les réunions, nous pouvons obtenir les investissements, nous pouvons faire le travail que notre communauté a besoin que nous fassions. Alors, impliquez-vous, impliquez-vous. Merci. Sur cette veine, nous avons une dernière question qui vient probablement du groupe le plus jeune ici. Au nom de Young Bosses in Business, c'est un plaisir d'être ici, de participer à une conversation aussi passionnée et importante pour la prochaine génération de jeunes femmes. Je passe la parole à Saria qui a une question à vous poser. Bonjour, je m'appelle Saria et j'ai trouvé cette table ronde formidable. Elle m'a beaucoup inspirée. Ma question est la suivante. Quels conseils donneriez-vous à ma sœur et à moi, qui sommes deux jeunes filles noires, entrepreneurs et fondatrices de notre propre association caritative dirigée par des jeunes pour aider les jeunes Canadiens confrontés à des difficultés? Donc la question s'adresse à des jeunes, deux sœurs entrepreneurs. Répondez rapidement, on n'a plus le temps. 30 secondes chacune. Quels conseils donneriez-vous à ces jeunes femmes? Parler à d'autres femmes qui occupent des postes de direction, qui dirigent leur propre entreprise, en particulier toutes les femmes noires qui sont propriétaires de leur propre entreprise. Levez la main, s'il vous plaît. Ce sont toutes les femmes avec lesquelles vous allez entrer en contact aujourd'hui. Très bien. Ce sont celles qui ont réussi, qui sont en train de réussir, et elles seraient ravies de vous transmettre leur savoir. Zanana, souhaitez-vous prendre la parole? Préparez-vous. Bien. Prenez cela très au sérieux. Pensez à ce que vous allez faire en premier. Quels sont vos produits? Comment est-ce que vous allez les évaluer? Une de mes filles, quand elle était en classe de 9e année, a fait une chose. Et laissez-moi vous dire, les gens seront impressionnés, ou plutôt les gens ont été impressionnés lorsqu'ils l'ont vu débarquer avec son formulaire bien structuré, comme si elle voulait qu'il lui donne les renseignements bien précis. Elle savait quels renseignements elle voulait récolter et elle leur a dit « Voici ce que j'aimerais avoir comme renseignement de votre part et j'aimerais répondre à vos besoins. » Soyez organisés. Docteur Augustine? Je pense que le soutien de votre famille et de vos amis et des éducateurs qui vous entourent est essentiel pour aller de l'avant. Car une fois que vous bénéficiez de ce soutien, alors vous disposez d'un réseau. Vous êtes en contact avec d'autres personnes qui agissent. Vous observez ce que font les autres et vous apprenez de leurs actions. Et de plus, les réseaux sociaux vous offrent de nombreuses possibilités pour faire des recherches, collecter des données, savoir qui est présent sur le marché, qui d'autre fait les mêmes choses et comment, quels sont aussi les succès et les échecs, etc. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie. Bonne chance. Mesdames, je dois vous dire que ça a été une véritable source d'inspiration. Vos histoires sont fascinantes, incroyables, inspirantes, et je suis en admiration devant vous toutes. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir participé à cette émission. Vous êtes des femmes extraordinaires. Un instant. Avant de partir, désolée de vous interrompre. Mais quand je dis de célébrer les femmes qui sont ici, la présidente Skelly est la première femme à avoir occupé le poste de présidente en Ontario. Au Canada! C'est une excellente première présidente. Nous devons la célébrer, car elle est vraiment une femme remarquable. Sans vouloir vous enfoncer, Ted. Vous êtes un président formidable, mais elle a accompli beaucoup de choses. Elle a ajouté un salon pour famille dans ce bâtiment pour toutes les femmes qui ont des bébés. À toutes celles qui ont un bébé. Toutes celles qui ont des bébés. C'est génial, c'est ce que font les femmes, n'est-ce pas? Merci. Nous allons fêter cela, croyez-moi. Ne vous inquiétez pas pour cela. Merci à toutes et à tous et merci à vous, mesdames. Merci.